Vous avez été très nombreux, merci. Appel de Place d'Armes pour la marche de la fierté française. Je crois que vous pouvez vous applaudir déjà. Aujourd'hui, simples citoyens, civils et anciens militaires défilent ensemble pour porter un même message à nos autorités civiles comme militaires. Rappelons-nous l'appel du 14 avril 2021, la tribune des généraux, c'est ainsi en tout cas qu'on l'avait appelée, cette lettre de Place d'Armes signée par 27 000 anciens militaires, dont 63 généraux et 100 000 signataires civils. Cet appel sonne le tocsin, écoutons-le. L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Conclusion de l'appel à l'adresse de nos autorités. Mesdames, messieurs, assez d'atermoiements. L'heure est grave, le travail est colossal. Ne perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération le sauvetage de la nation. Voilà, un an est maintenant passé. Chacun pourra évaluer le travail entrepris par nos autorités publiques. Une élection présidentielle va se tenir, paraît-il, le mois prochain. Et le moment est venu pour Place d'Armes et tous ses soutiens de s'adresser à la nation et éventuellement de proposer un certain nombre de mesures aux candidats à l'élection présidentielle, en tout cas celles relatives à notre identité et à notre esprit de défense. C'est le message tenu par les organisateurs de cette manifestation. Qu'en est-il du délitement de notre nation? Qu'en est-il de la violence qui envahit nos rues? Qu'en est-il de l'esprit de haine que cultivent certaines communautés minoritaires au sein de la communauté nationale? Alors place aux orateurs de cette marche de la fierté française, je voudrais bien les applaudir. Et pour débuter, Gérard Hardy, vice-président et cofondateur de Place d'Armes, ancien sous-officier parachutiste, qui aura servi entre autres en ex-Yougoslavie et aura pu constater de visu l'islamisation du Kosovo. Gérard Hardy, témoin et acteur aujourd'hui de la résistance nationale, vous pouvez l'applaudir. Merci Nicolas. Bien, vous êtes très impressionnant aujourd'hui et c'est pourquoi j'ai pris la liberté d'écrire quelques lignes pour éviter de bafouiller devant vous. Malgré que, quand je regarde
tous ces bérets, ces calots, j'ai l'impression d'être en famille. Comme Nicolas l'a rappelé, le 14 avril dernier, Place d'Armes publiait la désormais célèbre Tribune des militaires. Appel adressé au président de la République, aux membres du gouvernement et aux parlementaires. Cet appel faisait état du délitement de la France et attendait une prise de conscience et des réactions salvatrices de nos dirigeants. Il n'en fut rien. Vous êtes là aujourd'hui pour démontrer que notre appel est toujours d'actualité. Nous vous remercions d'avoir fait ces déplacements. Nous savons la difficulté que peuvent représenter ces déplacements sur Paris. Aujourd'hui, 10 mois plus tard, les seules réponses enregistrées n'auront été qu'insultes et procès de la part de nos dirigeants. Notre combat reste donc plus que jamais d'actualité. La situation de la France reste malheureusement extrêmement préoccupante. Et c'est pourquoi nous allons proposer une dizaine de mesures qui vous seront évoquées tout à l'heure aux candidats à cette élection présidentielle. Quoi qu'il en soit, pour nous, le président de la République doit être le garant de la sécurité des Français. Mais en réalité, l'insécurité n'a jamais été aussi prégnante. Les violences physiques augmentent en permanence, plus de 21% sur les 3 dernières années. Les frontières demeurent désespérément ouvertes et sans contrôle. L'invasion, immigration-invasion se poursuit inexorablement. Le président de la République doit également être le garant de l'unité nationale. Mais le pays aujourd'hui n'a jamais été aussi fracturé. Des enclaves étrangères s'institutionnalisent un peu partout sur notre sol. Les Français sont montés les uns contre les autres, riches contre pauvres, jeunes contre vieux, vaccinés contre non vaccinés. Et désormais Corses contre continentaux. Le président de la République doit être le garant de notre souveraineté nationale. Mais celle-ci est déléguée chaque jour davantage à des institutions étrangères ou internationales. Ces institutions faisant peu de cas des choix légitimes des Français concernant leur propre avenir. Enfin, le président de la République doit être le représentant de la France dans le monde. Mais la France est aujourd'hui désarmée et affaiblie. Comment faire entendre notre diplomatie quand nous sommes devenus les valets de l'OTAN ? Non plus alliés, mais alignés. Quand nous sommes si ridiculement représentés par un locataire de l'Élysée qui organise des soirées animées par des transsexuels en barésie. Quelle crédibilité, mes amis, sur la scène internationale. Comment alors aller donner des leçons à Budapest ou à Moscou? Le président actuel est le caporal de semaine de la Commission de Bruxelles. Alors que nos soldats n'hésitent pas à donner leur vie pour la France, nos oligarques profitent sans honte des ors de la République, distribuant avantages et privilèges à leur clientèle. Plus que jamais, les hommes de devoir font face aux hommes de pouvoir. Mais la France est grande et forte. Elle conserve dans son tréfonds une incomparable capacité de résilience. Elle en a fait preuve au cours de toute son histoire, et surtout dans les moments les plus difficiles. C'est cette France-là, celle des soldats et des artistes, des scientifiques et des hommes de foi, des paysans et des ouvriers,
des femmes et des hommes qui ont tout donné pour qu'elle devienne le phare de l'humanité. C'est cette France-là que nous entendons célébrer aujourd'hui avec vous. À l'heure du délitement évident du pays, soldats et civils unis dans un même amour de notre patrie, aujourd'hui nous devons faire entendre le droit à la continuité historique de notre belle France. Chers amis, chers camarades, aujourd'hui ce premier rendez-vous de Place d'Armes en association avec d'autres partenaires qui seront cités et évoqués tout à l'heure. Ce premier rendez-vous n'est que le premier rendez-vous. Désormais, les ennemis de la nation, indigénistes, décoloniaux, déconstructeurs, falsificateurs de notre histoire et autres collabos, nous trouverons désormais systématiquement sur leur chemin. Merci. Et ce n'est qu'un début. Le général Coustou, André Coustou, je voudrais l'applaudir. Général d'artillerie. D'infanterie. C'est ça. Allez mon général, c'est à vous. Le général André Coustou. Mesdames et messieurs les candidats à l'élection présidentielle, le délitement de la France, constaté par une large majorité de Français, pourrait être entravé à partir d'une des dernières institutions dont nous pouvons encore être fiers et dont l'un d'entre vous sera bientôt le chef. J'entends par là l'armée française. Le lien entre l'armée et la nation, mais aussi le soutien que lui apporte la population, éclate à nos yeux aujourd'hui devant nous. Moi-même, issu de Saint-Cyr, au sein d'une promotion qui porte le nom glorieux de maréchal Juin, futur académicien, je voudrais appeler votre attention sur les liens quasi charnels qui devraient unir le chef et ses soldats. Le soldat n'est ni derrière un canon, ni un faire-valoir, ni un robot, ni même un mercenaire. Le soldat est un être humain qui a accepté de donner sa vie pour la France si les circonstances l'exigeaient. Homme ou femme, il est capable de grandeur, mais a aussi ses faiblesses. Le chef que vous serez lui devra toujours justice. En effet, si comme l'a rappelé le général Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, le soldat tue sur ordre, il peut aussi être amené à risquer sa vie sur votre ordre au nom du pouvoir exorbitant dévolu au chef des armées. Vos devoirs à son endroit
constitueront le socle incontournable sur lequel s'établira la confiance réciproque entre vous et lui. Cette condition est primordiale du succès de l'engagement que vous lui commanderez. Bernard Pujol, dans son livre « Juin, maréchal de France », explique l'entrain de ces hommes qui iront jusqu'à la victoire en Monte Cassino par le fait qu'ils lui faisaient une confiance absolue. C'est pourquoi le chef doit d'abord connaître ses soldats pour mieux les comprendre, mais aussi les écouter et les protéger, et même et surtout, j'ose le mot, les aimer. L'armée n'est pas une simple entreprise aux mains d'un manager. Ainsi, retenons l'image par laquelle Guillaume Bigot concluait son livre « La trahison des chefs ». Je cite, « Les chefs doivent reprendre le glaive des mains inexpérimentées des marchands. » Fin de citation. Mais ne vous y trompez pas. Vous aurez aussi à faire preuve d'humilité vis-à-vis de vos subordonnés. D'aucuns d'entre vous rappellent à juste titre les racines chrétiennes de la France, qui sont tout simplement un fait historique. Souvenons-nous qu'il y a 2000 ans, un chef a lavé les pieds de ses disciples. Il s'appelait Jésus-Christ, et c'est en s'abaissant qu'il s'est élevé. De même, votre charge vous obligera à servir et non pas à vous servir. N'en déplaise à certains, je n'ai jamais servi un ministre, un président, ni même la République, mais j'ai servi la France. C'est-à-dire les hommes que j'avais l'honneur de commander. En revanche, et conformément à la règle actuelle de nos institutions, j'ai obéi au chef des armées, qui est le président de la République française. En fait, l'exemple constitue la marque de fabrique du chef dont l'autorité s'impose naturellement et non par des ordres ou des textes. La considération et le respect que vous témoignerez à votre armée ne seront que le juste retour à votre créancier qu'est le peuple. En effet, en vertu de l'article 3 de notre Constitution, le peuple délègue sa souveraineté à ses représentants, dont vous serez le premier. Mais il est également précisé que nul individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Chaque fois que vous aurez engagé vos soldats, vous pourrez vous remémorer ce quatrain qu'on trouverait dans le petit manuel de l'exercice du commandement pour les nuls. Encore à écrire. Ta main ne tremblera, ta bouche ne bafouillera, ta tête ne s'enflammera, ton cœur ne faillira. Peut-être des sujets pour le bac. Enfin, au-delà de cette relation entre le chef et l'armée française, je ne voudrais pas occulter une dimension pas toujours comprise ou prise en compte par les donneurs d'ordre. Le soldat a besoin de savoir, mais aussi de comprendre, car l'être humain que j'ai déjà cité possède encore des valeurs que notre société, de plus en plus déshumanisée, a oubliées.
le sens de l'honneur et la conscience qui l'accompagnent. Le commandant Élie Samar l'avait rappelé à ses juges lors de son procès. Je cite, « On peut demander beaucoup à un soldat, en particulier de mourir, c'est son métier. On ne peut lui demander de tricher, de se dédire, de mentir, de se parjurer. » Fin de citation. De son côté, le maréchal Guiotet l'exprimait autrement en disant que l'indiscipline est la marque des grands chefs. Si le soldat ne peut mentir, le chef, quel que soit son niveau de responsabilité, ne peut tricher, car non seulement il engage sa vie, mais surtout celle de ses subordonnés. En clair, le soldat est étranger aux financeries politiciennes et ce sera à vous, chef des armées, de le comprendre et de l'accepter. De cette éthique du soldat, l'actualité nous offre des exemples éclatants. Samedi dernier, 19 mars, certains ont commémoré la fin de la guerre d'Algérie et Place d'Armes s'est clairement positionné au regard de cette commémoration de l'infamie. En effet, au nom d'une servilité coupable, nombre de responsables civils et militaires ont appliqué à la lettre des ordres par lesquels la France a perdu non seulement son honneur, mais pour une fois, une bonne occasion de faire repentance. Mais je préfère retenir le courage, au risque de leur propre vie parfois, des officiers qui ont transgressé la lettre des ordres en tentant de sauver quelques harkis et par là même l'honneur de notre armée. Mesdames et messieurs les candidats, la France manque aujourd'hui de repères autant que de dimensions spirituelles. C'est pourquoi cette armée, dont l'un d'entre vous sera le chef, peut représenter le bourgeon d'une résurrection que beaucoup de nos concitoyens attendent afin que survive la France. C'est une question de courage, mais d'abord de confiance. La confiance, ça ne se commande pas. La confiance, ça ne s'achète pas. La confiance, ça se mérite. Merci. Caporal-chef Julien Bardet, mort pour la France en avril 2017 au Mali. Chef d'escadron Clément Frison Roche, mort pour la France au Mali en novembre 2019. Première place, Quentin Pochet, mort pour la France au Mali en décembre 2020. Sergent-chef Maxime Blasco, tombé au Mali en septembre 2021. Brigadier-chef Alexandre Martin, mort pour la France en janvier 2002. Sergent Yvonne Huing, tombé pour la France en janvier 2021. Vous êtes soldats en OPEX, parmi les centaines d'autres héros, soldats morts pour la France ou blessés, particulièrement en Afghanistan, au Mali et auparavant au Tchad, au Liban, en Syrie. Vous êtes ceux que nous honorons aujourd'hui au cours de cette marche de la fierté française. Soldats en opération extérieure, vous êtes les magnifiques successeurs des soldats oubliés de la campagne de France de mai et juin 1940, qui ont connu 100 000 tués face à la Wehrmacht, alors invincible. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats de la libération
des généraux Leclerc et Delatte de Tassigny. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats de l'ombre, du peuple de la nuit, de la résistance. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats oubliés du bataillon Montclar de Corée. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats oubliés d'Indochine. Vous êtes les magnifiques successeurs des soldats d'Algérie, personnels d'actifs, soldats du contingent, rappelés, réservistes et leurs frères d'armes, les harkis. Soldats d'Algérie qui avaient été insultés et offensés et traités de criminels de guerre par l'actuel président de la République en 2017. Vous êtes tous ceux que nous honorons aujourd'hui au cours de la marche de la fierté française. La fierté française, il est grand temps de s'en préoccuper, il est grand temps de la défendre, il est grand temps de se sacrifier pour elle, car la France est placée aujourd'hui dans la même situation tragique qu'elle a traversée dans son histoire de 1933 à 1940. Cette situation présente trois causes dont les effets délétères se cumulent. Tout d'abord, depuis des décennies, des présidents de la République et des gouvernements successifs qui privilégient, par leur attitude, veulent leur reniement, leurs atermoiements, le déni de notre histoire et son corollaire, la repentance érigée en principe d'État, qui privilégie donc la voie du déshonneur à celle de la guerre. Un ennemi sournois et sanguinaire qui, s'appuyant sur un réseau de grande délinquance organisée sur un mode militaire, impose à notre pays ses rites et ses lois dans un climat de grande insécurité. Une population profondément divisée et meurtrie, dont l'esprit patriotique s'étiole. Et au bout du compte, la France subit à la fois le déshonneur et la guerre sur son territoire et à l'extérieur, principalement en Afrique.